Audio Jungle. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes actuellement dans notre émission Le Peuple d'abord, émission socio-politique où justement chaque semaine, chaque édition, nous permettons de vous donner l'accès à une personnalité sociopolitique qui va nous donner un petit peu son avis, son regard sur l'aspect social, politique au niveau de la diaspora, mais bien évidemment aussi au niveau de son pays d'origine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Madame Blandine Diafoutois qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Madame Blandine. Bonjour. Alors comment allez-vous? Je vais très bien, ça va, malgré ce froid et cette tension dans le pays, mais ça va très bien. Alors écoutez, je vous remercie d'avoir tout d'abord accepté notre invitation pour cette émission sociopolitique, puisque là, nous allons nous placer dans les yeux du peuple afin de mettre en éveil certaines problématiques sociopolitiques qui touchent nos pays d'origine. Tout à fait, je vous remercie de m'avoir invité aussi dans votre émission Le Peuple d'abord. Ben, écoutez, merci. Alors, tout d'abord, avant de commencer, nous allons permettre aux téléspectateurs de vous connaître un petit peu mieux. D'abord, la femme. Qui est-elle, Madame Diafoutois? Alors, qui est-elle? Blandine Diafoutois, mais écoutez, c'est une femme qui est née il y a de cela 45 ans, en 1974, à Kinshasa exactement, à l'hôpital Mama Yembo. Je suis issue, donc, l'aînée d'une grande fratrie, donc un peu 8 frères et sœurs. Je suis venue en France ici très jeune. Je suis venue parce que mon père était déjà un étudiant en Belgique. Vous savez, c'était l'époque où, dans les années 60-70, tous les étudiants congolais venaient faire leurs études en France et en Belgique. Donc je suis revenue rejoindre mon père en fin d'année 70, dans les années 70, donc en 79 exactement. Et depuis 1979, je suis en France, donc pays d'accueil où j'ai fait également mes études, donc de la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, l'université. Et si je peux dire, voilà, mes options universitaires, c'était le droit, puisque depuis très toute petite déjà, j'étais contre l'injustice. Et ça a toujours été quelque chose qui me révoltait. Donc je pensais effectivement pouvoir défendre les gens et me défendre aussi, puisque en l'occurrence, je suis arrivée dans un pays où la femme noire était regardée, l'enfant noir, puisque j'étais qu'enfant à l'époque, était regardé autrement. On passait à la télé à cette époque la noiroude à l'appareil. Donc c'était quelque chose qui... Effectivement, au niveau du contexte... C'était un contexte assez... on va dire compliqué lorsqu'on avait une différence quelconque. Tout à fait, tout à fait. Et donc il a fallu s'imposer en tant qu'enfant, mais sans avoir aucune arrière-pensée de différence. C'était juste répondre à, comment dire, aux critiques ou au titaillement des enfants, et voire même des regards des adultes à l'époque. Et donc j'ai été aussi une fille assez sportive. J'étais un petit garçon manqué tout de même, puisque j'étais entourée de beaucoup d'hommes autour de moi, mon père, mes oncles, certains frères. Et donc j'étais assez garçon manqué, donc j'ai fait beaucoup de sport, et le sport qui m'a attirée, c'est le handball. Handball que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans. Et malheureusement, je n'ai pas pu atteindre le niveau professionnel, puisque il y a encore le fait d'être l'aîné de la famille, être une femme. C'est pas une priorité pour une femme de faire du sport, et notamment de faire du sport. Tout à fait. Donc j'ai eu à écourter cette carrière sportive que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. Et qui d'autre en tant que femme? Aujourd'hui, je suis une femme, mère de 5 enfants. Fière de l'être, puisque j'ai fait mes enfants avec amour et j'ai des élèves avec amour, dans un pays qui n'est pas différent, dans un contexte sinon, qui n'est pas différent de celui qui a été durant mon enfance, parce que la difficulté est toujours là, d'être une femme, d'élever ses enfants, une femme de couleur, une femme qui défend des valeurs.
Et de plus en plus, ça devient dur justement de transmettre ces valeurs à nos enfants parce qu'on est dans un pays, le temps de l'Internet, où tout passe par les réseaux sociaux, où tout passe par l'Internet, par les mégas. Et donc, ce que la maman a le temps de dire, la seconde d'après est démolie parce que oui, on est plus simplement titulaire voilà, de l'éducation tout à fait, on est plus titulaire de l'éducation de nos enfants. Donc, comme femme, qui suis-je aussi? Je suis une militante, une activiste, une politicienne, si je peux dire ainsi, puisque je pense que à partir du moment où on peut mettre en avant des capacités à défendre ou à projeter un avenir pour tout un ensemble, on peut se prétendre faire de la politique également. Donc je suis aujourd'hui vice-présidente du RCK, les résistants combattants du Congo, qui est un grand mouvement de la diaspora qui est né au lendemain de la conscientisation, de l'éveil patriotique du peuple congolais vis-à-vis des atrocités qui se passaient en République démocratique du Congo, mais également l'éveil africain, puisque c'est aussi les Africains derrière tout ça qui se sont révoltés, puisque même si le Congo est un pays où culminent toutes ces atrocités réunies en une fois, mais dans chacun d'autres pays, on a eu en Côte d'Ivoire aussi, où il y a eu pas mal d'atrocités, et cet éveil-là patriotique africaine a fait que le mouvement du RCK et le mouvement de la souveraineté panafricaine aient pu voir le jour dans les années 2010-2011. Alors on va s'intéresser justement sur ce mouvement, puisque vous m'avez donné une belle transition. Alors effectivement, ces 3 lettres, résistant, combattant du Congo. Mais avec un K. Avec un K, tout à fait. Alors est-ce qu'on peut juste en quelques secondes aller dans la profondeur de ces 3 lettres qui définissent votre mouvement, puisque vous tenez la vice-présidence. Donc depuis quand ce mouvement est immatriculé? Ce mouvement a été matriculé donc à la préfecture de Paris depuis 2011, mais c'est un mouvement qui a vu naissance depuis 2010, puisque on a le temps de pouvoir effectivement mettre en place une cellule de travail pour fixer les objectifs, fixer la vision, faire adhérer un peu au mouvement des combattants à l'époque. Alors résistant. De quelle manière nous résistons à un pouvoir d'occupation qui était présent en République démocratique du Congo pendant plus de 20 ans. Et ce pouvoir-là, c'était un pouvoir d'oppression, c'était un pouvoir qui supprimait tous les droits humains, c'est un pouvoir qui massacrait la population, c'est un pouvoir qui appauvrissait la population complètement, puisqu'elle permettait à ce qu'on puisse exploiter les richesses du Congo sans que les Congolais puissent en bénéficier. C'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir des plus mauvais qui a pu exister dans ce bas monde, enfin à notre sens congolais, puisqu'effectivement, on ne peut que se projeter par rapport à ce que nous vivons dans notre pays. Donc c'est en ça que cette résistance vous permettait d'aller dans le sens contraire de tout cela. Du gouvernement en l'instance au moment de votre immatriculation. Tout à fait. Ensuite, combattant. Alors combattant, pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir un esprit combatif, il faut être physiquement bien portant et spirituellement surtout, parce qu'on a eu à faire des actions qui nous ont, qui ont mis en avant notre capacité physique à résister, à combattre, c'est-à-dire on a marché des kilomètres et des kilomètres dans le froid, dans les villes françaises, mais également en Belgique, en Allemagne, partout dans l'Europe, aux États-Unis. Vous disposez d'extensions? On a des extensions. Donc le RCK, c'est un mouvement effectivement qui est basé ici en France, mais qui est internationalement connu, puisque nous sommes basés aussi en Hollande, nous sommes basés en Allemagne, nous avons des ramifications en Belgique, et nous avons également au Maroc, où nous sommes installés, et aux États-Unis. D'accord. Voilà, donc c'est un mouvement international, si je peux dire ainsi. Et bien sûr, à Kinshasa, maintenant que nous sommes parti politique, nous avons effectivement notre base là-bas, et c'est là que nous pensons pouvoir justement mener les actions que nous avons faites ici, dans un contexte différent, certes, mais pas forcément dans un esprit différent, puisque même si aujourd'hui on a un changement effectivement d'alternance en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour autant que ça a mis fin à ces 18 ans, ces 20 ans d'oppression de la population, puisque la population congolaise a toujours des mœurs qui sont toujours sous la peur, se relient à cet état d'esprit, tout à fait. Cette peur constante, tout à fait, cette peur constante, c'est ces craintes, c'est ce manque d'esprit d'initiative justement pour se sortir de cette situation. Et de liberté aussi, tout à fait. Alors voilà. Et pourquoi le cas? Donc le avec cas le Royaume Congo. Avec le Royaume Congo, tout à fait. Merci de m'en faire référence, parce que le Congo, vous savez, c'est la République démocratique du Congo, c'est écrit avec un C, mais bien avant cela, avant la colonisation du monde occidental, nous avions le Royaume Congo qui existait, on ne peut même pas chiffrer la date réelle de la naissance du Royaume Congo, puisque si on se réfère à certains écrits, on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si quelque part c'est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire c'était le premier grand continent, grand pays qui a été construit, qui a été fait sur la volonté de Dieu. Donc on peut estimer que le Royaume Congo est quelque chose de plus ancien même à la civilisation que nous vivons aujourd'hui, qui sont dans nos pays d'accueil. Donc ce cas-là regroupe plusieurs pays.
Il regroupe le Congo aujourd'hui, il regroupe le Congo-Brazzaville, il regroupait le Cameroun, il regroupait la Zambie, le Gabon, la Centrafrique qui n'existait même pas à l'époque. Il regroupait également l'Est du Congo, le Burundi, l'Ouganda. Donc tous ces... Et aujourd'hui, le pays qu'on appelle le Rwanda, qui n'était pas un État à l'époque, mais qui était une partie de cet immense royaume Congo. La Mozambique n'est pas loin aussi, l'Angola faisait partie de ce royaume Congo. Donc c'était un assemblage de plusieurs États, si je peux dire ainsi, dans un seul et même royaume. Et donc en quelque part, cette résistance aussi tient lieu de donner quelque part au Congo son état de royauté afin qu'elle puisse redresser sa tête. Tout à fait. Cette royauté, pas seulement par le titre de royal, comme il y a encore aujourd'hui dans certains pays occidentaux, mais surtout cette royauté d'esprit et cette royauté d'unification des pays, des humains. Parce qu'un royaume, même si effectivement dans chacun des pays, des États que je vous ai cités, il y avait le royaume Zengakuvu, il y avait d'autres royaumes, mais cet esprit d'appartenir à un même état d'esprit, c'est ça qu'en fait compte, nous on a voulu à travers le RCK essayer de redonner tout justement ce dynamisme au peuple congolais mais africain de la diaspora. Tout à fait. Alors effectivement, comme on parle de l'Afrique en tant que telle, on va rebondir sur votre deuxième casquette, celle de présidente cette fois de la souveraineté panafricaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, la souveraineté panafricaine, c'est une association qui a vu jour donc, en 2011 sous le slogan de l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous savons que nos États ont tous plus ou moins eu une pseudo-indépendance dans les années 60 jusqu'encore dans les années 72, mais c'était une indépendance qui a été offerte, donnée par force ou par intérêt par les colons qui nous ont colonisés à l'époque, mais on n'a jamais vraiment eu une souveraineté, c'est-à-dire une souveraineté étatique, mais aussi une souveraineté du peuple. Un peuple a un droit à l'intérieur de ses murs, à l'intérieur de ses frontières, et malheureusement, dans nos propres pays, ces droits ne sont pas du tout respectés, et par la représentation du pays, c'est-à-dire le chef d'État, mais également par toutes les ONG qui viennent chez nous, tous ces États qui viennent exploiter nos biens chez nous, donc ce droit-là n'est pas du tout respecté, donc la souveraineté n'y est pas. Donc nous, au niveau de la souveraineté panafricaine, le but de cette association, c'est effectivement de revaloriser cette souveraineté, de la définir, mais également de préparer des élites pour que demain nous soyons capables, nous, Africains de la diaspora, puissions gouverner nos pays et enseigner cela, puisque l'enseignement se fait au niveau étatique, mais également, enfin, c'est à partir de l'État, excusez-moi, qu'effectivement l'enseignement peut se faire et descendre à la base, c'est-à-dire au niveau de la population. Et si à la tête, il n'y a pas cet esprit de vouloir justement enseigner à la base, ben, il n'y aura jamais cette instruction. Et pensez-vous pas qu'on peut partir de la base et faire remonter les choses? Nous sommes la base. Nous avons commencé, nous sommes la base, on ne peut pas se prétendre. On a commencé à donner des cours dans ce sens-là premièrement à nos propres enfants, il faut être sincère, puisque c'est eux qu'on doit éduquer tout d'abord, mais également on a organisé au niveau de la maison d'association il y a quelques années de cela, on a réuni une trentaine de pays dans lesquels on a essayé justement avec des dialectes différents, avec même des langages différents, des codes de langage différents. On a essayé quand même de montrer aux Africains d'abord d'où ils venaient, et comprendre déjà justement que le fait qu'on vient d'ailleurs, quand on est dans un pays d'accueil, il faut justement savoir ne pas oublier justement ce venu d'ailleurs, voilà, ce point d'attache qui est notre source, mais également au niveau de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, qui est une belle histoire, qui est une grande histoire, avec ses bons et mauvais côtés bien sûr, mais qui est une grande histoire que nos enfants souvent ne connaissent pas. Moi, quand je suis arrivée en France, dans mon instruction d'histoire géo, on montrait la femme ou l'homme africain, on était caricaturés. On nous montrait avec des grandes bouches roses, très foncées, des cornes sur la tête en guise de cheveux. Et c'est une image qui m'avait frustrée, moi, à l'époque, parce que je ne m'identifiais pas comme ça. Et de par là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des photos qui sont beaucoup plus réelles, mais je pense que parce qu'il y a eu un combat justement de ces Africains noirs issus de partout qui ont mis en avant que ce n'était pas cette image-là qui correspondait à l'Afrique. Donc il faut maintenant essayer justement de rétablir l'image, la vraie image de l'Africain et sa vraie histoire. Alors il y a un adage qui dit
du lion et de la gazelle, finalement, c'est toujours la force du plus fort. On a rarement eu des gazelles qui ont raconté leur victoire qu'elles ont eu à échapper au lion. Tout à fait. On a toujours eu le lion qui disait qu'il avait voilà. mangé la gazelle. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas justement le moment, en tout cas le déclic, au vu du constat que votre génération, enfin notre génération, puisque je peux m'inclure dedans en tant que femme noire, a déjà subi certaines réalités qui font que, au niveau de l'enseignement de l'histoire du peuple noir, il existe des méconnaissances. Au niveau de la transmission aussi de cette histoire, est-ce que selon vous, ce serait peut-être lié au fait que la transmission de l'histoire du peuple noir commence à devenir l'ivresse, mais a été aussi beaucoup orale? Ah oui, elle a été énormément orale et même, elle a été même mise en berne parce que nos parents ont voulu en fin de compte un monde meilleur pour nous et ils ont pensé qu'en ne parlant pas de l'Afrique, ça nous servirait. Mais ça ne nous a pas servi et c'est vrai qu'on n'a que des histoires que nous racontaient nos tantes, nos oncles, nos grands-parents de temps en temps. Mais la base écrite, c'est vrai qu'elle est assez rare, mais de plus en plus elle se développe et de plus en plus la jeunesse d'aujourd'hui a des livres sur lesquels ils peuvent se référer pour essayer de voir qu'est-ce qu'était l'Afrique, qu'est-ce qu'on entendait par Katiopa, qu'est-ce qu'on entendait par tous ces grandes femmes reines et qui ont comme Kimpavita, qui ont lutté, qui ont tenu tête aux colons, qu'est-ce qu'on entendait par toutes ces Amazones. Donc aujourd'hui, on peut voir les appellations d'Amazone revenir successivement, mais qu'est-ce qu'était une Amazone, qu'est-ce qu'était une guerrière, qu'est-ce qu'était un soldat, qu'est-ce qu'étaient tous ces grands chefs coutumiers qui exerçaient l'art de parler aux esprits. Donc tout cela, aujourd'hui, effectivement, nous pouvons avoir des écrits qui nous permettent justement de pouvoir relire. Mais tous ces écrits-là ne sont pas forcément accessibles, non seulement accessibles, mais ne sont pas forcément compréhensibles. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement qu'il y ait une éducation orale tout de même qui vienne appuyer ces écrits pour mieux expliquer à la population et notamment à la jeunesse dans quel état d'esprit. N'oublions pas que nous sommes dans un monde où nous avons, mis à part le spirituel, nous avons toutes sortes de religions qui reprend aussi l'état d'esprit. Donc tout cela aussi a été déformé et que nous avons une génération qui est un peu empris par toutes ces religions et qui sont perdues, qui ne savent pas exactement si faire un retour à l'état d'esprit correspond à la religion que je pratique ou à telle religion. Donc il faut pouvoir expliquer cela à la jeunesse, je parle à la jeunesse, mais à nous-mêmes aussi, puisque nous ne sommes pas tous des aguerris. Et pour ça, donc, la souveraineté panafricaine s'en est beaucoup attelée à faire cet exercice-là. Alors, il serait intéressant, en fait, pour nos téléspectateurs, que vous nous donniez, selon vous, bien sûr, on a une définition lambda qu'on trouve dans le Larousse, mais votre définition de la panafricanité, comment vous la définirez? Alors pour nous, comment on la définit au niveau de la souveraineté panafricaine? Pour nous, le panafricanisme, c'est d'abord une identité, c'est se reconnaître étant africain. Savoir d'où l'on vient, donc on vient du continent Afrique, Katiopa, mais également c'est la solidarité entre nous, c'est l'esprit fraternel, c'est la fraternité. Et c'est cette capacité-là justement à pouvoir développer un ensemble, enfin pas un ensemble, je veux dire une minorité pour un ensemble, cette solidarité communautaire. Même si aujourd'hui le communautarisme est pris pour étant une radicalisation vers un sens, mais je pense qu'aujourd'hui dans toutes les villes ou dans tous les pays où on peut aller, on a tendance à avoir des communautés qui se développent parce que c'est comme ça que l'homme commence à s'identifier justement, et nous on s'identifie à cette communauté. Et pour nous c'est tout d'abord cette unité africaine, cette solidarité et ce communautarisme africain. Et comment envisagez-vous le panafricanisme au niveau des afrodescendants? Alors ce terme-là, personnellement, je ne l'aime pas trop. Alors parce que j'estime les termes qui vous conviendraient le mieux. J'estime que nous sommes, je dis très souvent à mes enfants, cette peau-là, l'origine, on la retrouve qu'en Afrique. C'est pas ailleurs. On a tous été déportés d'une manière ou d'une autre dans des pays qui nous ont accueillis. On ne jette pas la pierre à ces pays, puisque pour moi personnellement et pour beaucoup de gens, ça nous a permis de nous épanouir, de connaître des choses et de nous former. Mais pour moi, ce sont des frères et sœurs qui ont juste été déportés ailleurs, qui ont été amenés à vivre une autre vie. Et en termes de souveraineté, quel est le travail, en tout cas l'aide ou l'outil que vous pouvez mettre en place ou que vous avez peut-être déjà mis, je ne sais, pour justement ces personnes qui sont descendantes
importante du continent africain, mais que depuis tellement longtemps sont déconnectés de ce continent qu'ils ne s'y assimilent pratiquement plus. Ben, j'ai vu dernièrement en Guadeloupe qu'il y a beaucoup d'Africains, enfin de Guadeloupéens qui font justement un retour aux sources et qui cherchent à savoir justement d'où ils viennent. Déjà, l'aspect physique, on va rester très tactile, c'est l'aspect physique, c'est-à-dire que cette reconnaissance déjà de notre couleur, notre façon de nous coiffer, notre façon de manger nos nourritures, même si c'est quelqu'un qui est en Guadeloupe ou quelqu'un qui est au fin fond de l'Afrique, on va manger de l'igname, on va manger du manioc, on va être porté sur le poisson, on va être porté sur les légumes. Et en réalité, on mange tous la même nourriture, sauf qu'effectivement, au fur des temps, on ne l'appelle pas de la même façon et ne cuisine pas de la même façon. Et je pense que la variété justement de cuisson dépend des pays d'accueil où on a été, où on a adapté justement la cuisson. Donc il y a ça, mais il y a aussi dans le langage aussi certains mots qui sont employés jusqu'à aujourd'hui, qui persistent, qui passent de génération en génération, qui sont toujours là, même qu'on soit en Martinique, qu'on soit en Guyane. Et il y a aussi ces valeurs, surtout. Ces valeurs de famille, ces valeurs de respect, ces valeurs de hiérarchie, ces valeurs de la maman aussi qui est hyper mis en avant chez nous, particulièrement les Africains. Et c'est ça qui peut faire aussi un pont pour nous réunifier, indépendamment des langues, des cultures, d'autres mécanismes qu'on a fait en sorte pour essayer de nous aliéner un peu tous l'esprit. Donc pour moi, les afrodescendants n'existent pas. On a tous fait des voyages et ceux qui sont dans les îles font partie de ceux qui ont voyagé dans les îles et ceux qui sont venus dans les continents ont été dans les continents. Donc nous sommes tous issus de l'Afrique et ça, il faut qu'on le comprenne parce que c'est une force. Si on a pris tout justement la peine de vouloir nous éparpiller un peu partout dans le monde comme ça, c'est une façon de nous diviser, mais en même temps, pour mieux régner. Pour mieux régner, mais en même temps, on a chacun des richesses qu'on a pu tirer de cette exportation à gauche et à droite et ramener tout cela en Afrique, c'est une bombe extraordinaire. Alors effectivement, le président Félix Tshisekedi a justement encouragé les membres de la diaspora à revenir sur le continent, en tout cas plus précisément sur le pays, la terre d'accueil qui est toujours ouverte pour les expatriés. Et il a également proposé ce retour justement aux populations qui ne sont pas directement liées à la RDC, je pense aux Caraïbes, je pense aux personnes qui sont comme ça un petit peu éclatées de par l'histoire. Et effectivement, c'est un des rares présidents à l'avoir proposé, puisqu'il n'existe pas, par exemple, de ligne de vol direct pour l'Afrique, de la Caraïbe vers l'Afrique, par exemple. Est-ce que ce genre d'outils manquants contribue, selon vous, à créer ce fossé ? Ah oui, je pense que tout à fait, il contribue, puisqu'effectivement, créer le pont, mis à part l'histoire, créer des ponts matériels pour amener une personne qui viendrait de la Guyane, qui ne soit pas obligée de passer par les États-Unis ou par la France pour reprendre un vol pour venir vers l'Afrique, ça serait effectivement quelque chose d'extraordinaire. Et le proposer, comme l'a fait le président Félix Tshisekedi, c'est une très bonne chose, ça permet effectivement... Vous savez, tous ceux qui ont été déportés, en réalité, pour ceux qui ont fait la recherche de savoir d'où ils venaient, ils ne savent pas exactement dans quel pays d'Afrique ils viennent. Donc pour venir au Congo par exemple, ou en Angola, ou au Mali, ou au Sénégal, c'est une façon aussi de rechercher un peu ses ressources, donc ses origines, pardon. Et par rapport à ça, il faudrait effectivement que chacun des Africains qui sont restés sur la... Parce qu'il y a aussi le travail inverse. Nous, dans la diaspora, on a cette facilité, puisqu'on s'est retrouvés tous mélangés, donc on aura cette facilité d'adaptation. Mais ceux qui sont restés au pays, il faut aussi qu'on fasse le travail inverse, de leur faire comprendre qu'on a eu des frères et sœurs à un moment donné qui sont partis, qui doivent revenir. Et l'acceptation de ces frères et sœurs est importante parce qu'ils vont venir avec une autre culture, une autre connaissance, d'autres choses, des mauvaises pensées peut-être ou des mauvaises informations qu'on aura pu leur donner. Donc il faut faire le travail dans les deux sens. Voilà, la préparation doit se faire dans les deux sens pour permettre un meilleur accueil. Tout à fait. Pour que, effectivement... Tout à fait. Et à ce titre-là, le Congo est un pays exemplaire puisqu'on a, mis à part nos 9 frontières, 9 pays frontaliers, on a énormément d'autres pays, d'autres origines africaines qui sont au Congo depuis des années et des années sans que ça n'a jamais posé problème. Alors, justement, on va parler de votre action en tant
professionnelle du droit. Oui. Hein, donc, par rapport à votre... Vous êtes exactement... Vous pouvez nous donner les statuts? Alors, mon statut, je ne suis pas avocate. J'ai fait mes études jusqu'au doc de droit. Donc, j'ai mon diplôme général universitaire de droit. Mais par la suite, j'ai fait aussi une formation dans les droits du travail, puisque j'ai été déléguée syndicale pendant 4 ans. Et j'ai fait aussi une formation en tant qu'assistante de direction. Donc, par rapport à ce statut et cette maîtrise et cette connaissance du droit, que pensez-vous du droit en RDC, justement, par rapport à ces crimes de guerre, la femme utilisée comme instrument de guerre par rapport au viol, qui ne touche pas que les femmes, mais aussi les enfants. Les enfants et les hommes aussi. Et les hommes aussi, tout à fait. Alors, que penser de cette utilisation d'une partie de la population les plus vulnérables pour justement déstabiliser, en tout cas, le pays? Alors pour une partie en fait. Une partie du pays, tout à fait. Une partie pas négligente, puisque c'est à l'est du Congo qu'il y a le fameux minerai révolutionnaire, le coltan, le fameux minerai qui permet à nos satellites de pouvoir stocker les informations, qui permet à nos iPhones de pouvoir fonctionner, qui permet à beaucoup d'outils informatiques et autres de pouvoir fonctionner dans ce bas monde. Et utiliser le viol comme instrument de destruction, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment accepté. Je pense que quelque part en nous, chacun de nous a un petit don d'empathie et le mien, il est assez développé. J'ai commencé à souffrir de ça en 2006-2008 quand j'ai vu les premiers phénomènes où j'ai pu avoir les informations sur les premiers phénomènes de viol à l'est du Congo et j'ai ressenti la douleur de ces femmes qui ont été violées comme si je l'avais été moi-même, jusqu'à un niveau où ça me donnait mal à la tête, où ça me faisait pleurer, ça me rendait malade. Donc quand j'ai commencé à marcher dans les rues, mais c'est ça qui me tenait. C'est parce que je me disais, au moins en allant dans les rues, en criant cette douleur, la faire la transmettre aux autres, ça me permettait de dégager la douleur que j'avais en moi. Et je me suis dit, mais on ne peut pas laisser ces femmes comme ça sans qu'elles puissent avoir des défenseurs, des gens qui parlent pour elles, des gens qui agissent pour elles. Et en termes de femmes de droit, je pense que mettre en avant cet aspect-là de la femme à part entière, ces droits qu'on doit respecter. Un corps c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose d'intime, et violées comme elles le sont, violées par des outils pour but de détruire la femme complètement, puisque la matrice, c'est la dignité d'une femme, la violer devant ses enfants, son mari, ses frères, ses sœurs, ses oncles, c'est vraiment détruire vraiment une femme complètement. Et par rapport à ça, le président Félix en a parlé, mais c'est une bataille que nous avions menée déjà nous précédemment, c'est de mettre en place un tribunal pénal international. Et ce tribunal pénal international ne peut que se faire sur le lieu de ces exactions. Pourquoi? Pour donner confiance justement à ces femmes qui ont été mutilées ainsi, à ces enfants aussi, puisque c'est même des enfants de bas âge, des nourrissons quasiment, qui ont subi cet acte. Et ce tribunal-là doit pouvoir punir les vrais criminels. On ne va pas s'arrêter à dire on va apprendre un soldat qui était sous l'effet de la drogue, un enfant soldat devenu homme sous l'effet de la drogue, qui a eu un besoin et qui a fait que voir ce que les autres faisaient et qui a fait l'action. On ne peut pas s'arrêter à là. On doit aller jusqu'au plus haut, c'est-à-dire aux gens qui commanditent même l'acte de dire aller violer ces femmes ou aller massacrer cette population. Et pour ça, bien sûr, nous avons des commanditaires qui sont connus. Nous avons un qui est déjà en détention au niveau de la CPI Bosco Tangana, mais ce n'est qu'une marionnette par rapport à tous ceux qui nous donnent ces ordres. Au sein de votre parti, hein, le RCK, et par rapport à votre compétence en droit, est-ce que localement, par exemple à Kinshasa ou dans une localité autre, vous avez l'intention de mettre en place une structure juridique pour justement aider ces femmes, parce que finalement, oui, elles n'ont pas forcément de ressources ou de référents à qui aller pleurer leur sort. Alors effectivement, nous avons eu l'occasion de rencontrer le docteur Mukwege dans son action par rapport aux femmes. Il a malheureusement été lui aussi très combattu, malgré que ses actions sont quand même utiles. Et voilà, parce qu'il n'a pas eu ce prix Nobel de la paix en vain. Donc ça veut dire que ses actes et ses actions ont une utilité, en tout cas pour ces femmes, à les reconstruire. C'est de mettre effectivement en place des cellules d'écoute, premièrement, pour permettre justement aux personnes, parce que toutes les femmes ou tous les hommes ou tous les enfants qui sont violés ne viennent pas spontanément se plaindre de ce viol, et même une fois qu'il l'est dit, ont peur souvent de faire la démarche jusqu'au bout parce qu'il y a la pression tout autour. Donc de rassurer les personnes qui viennent faire leur déclaration qu'elles vont être protégées.
Et vous parliez tout à l'heure d'un suivi psychologique. Effectivement, ce n'est pas le fait juste de réparer le corps, mais le corps est lié directement à notre esprit. Et de revoir ces images insensablement dans sa tête, c'est quelque chose qui peut détruire même si la réparation physique a été faite. Donc il faut qu'il y ait un fort suivi psychologique à ce niveau-là. Mais je pense que tout cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas une confiance en l'état de droit, c'est-à-dire en cette justice qui peut punir celui qui m'a fait cet acte-là. Alors croyez-vous en cet état de droit? Nous y croyons parce que nous voulons être acteurs et nous sommes acteurs. On a marché ici, je vais vous donner un exemple concret aussi des actions que nous avons fait ici au niveau de la diaspora. On a fait 2 grandes marches contre justement ce viol utilisé comme arme de guerre. En 2012, de Paris à Bruxelles, on a marché à pied. Quand je vous dis c'est à pied, c'est pas qu'on a fait une part de route en voiture et on nous a redéposé, on a refait à pied pour être filmé. Non, on a vraiment marché les plus de 400 km à pied de Paris jusqu'à Bruxelles pour dénoncer ce phénomène de viol utilisé comme crime de guerre. Et notre principe, c'était effectivement de nous arrêter dans chaque ville principale et voir les maires, voir les bourgmestres de ces villes et leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez un pouvoir. Il y a un rapport de mapping qui a été édité en 2007 qui donne le pouvoir international à ces États de pouvoir judiciairement venir en aide en République démocratique du Congo face à ce fléau. Nous avons refait la même marche similaire ici en France, en Île-de-France, plus précisément en juin 2015, où on a fait 42 communes de l'Île-de-France et on a fait la même démarche d'aller voir les élus de chacun de ces villes et leur dire, voilà, vous avez un pouvoir. La République démocratique du Congo n'est pas un abattoir, n'est pas non plus un lieu d'expérimentation où on doit détruire la femme de telle sorte. Donc vous avez ce pouvoir-là et nous voulons, avec votre pouvoir international et notre engagement en tant que Congolais, pouvoir justement réparer ces femmes, mais réparer judiciairement. Et s'il n'y a pas de justice à ce niveau-là, s'il n'y a pas cette réparation judiciaire, la femme ne pourra jamais se reconstruire. Et je pense que les commanditaires de ces actions savaient très bien là où ils tapaient, puisque vous voyez, même dans une maison, quand la maman n'est pas là, on va dire presque rien ne tourne. Quand la maman est malade, c'est comme si toute la maison était malade. Quand une femme est violée, encore plus. Mais c'est comme si toute la maison était violée et détruite. Donc on ne peut pas permettre cela pour l'avenir de nos enfants. Donc c'est vraiment des actions judiciaires en République démocratique du Congo qu'on va mettre. On va conscientiser le peuple congolais parce qu'à l'Est, ce qui se passe à l'Est n'est pas forcément vu à l'Ouest. Donc tout justement faire le pont et on espère tout justement pouvoir faire cette marche aussi en République démocratique du Congo, de l'Ouest jusqu'à l'Est, pour amener la nouvelle et de l'Est jusqu'à l'Ouest, pour ramener celles qui ont été violées vers celles qui n'ont pas été, pour avoir cette consolation et redonner cette force justement et donner des moyens de pouvoir s'en sortir. Il faut aussi que ces femmes-là puissent avoir des éléments de vie tous les jours, comment se réparer, si elles n'ont pas de travail, leur trouver un travail, une occupation, si elles n'ont pas de... parce que pour la plupart, elles ont des maladies, le VIH notamment qui est très fréquemment, très fréquemment transmis voilà, à toutes ces femmes, mais également celles qui ont la chance d'avoir des enfants. À ce moment-là, par cet acte-là, souvent c'est encore un double traumatisme parce que est-ce qu'elles doivent aimer cet enfant, fruit de leurs entrailles, et comment est-ce qu'elles peuvent l'identifier, l'homme qui... Voilà, ce sont des aspects de sentiments qu'on ne peut pas vraiment expliquer parce que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Et je pense qu'il faut aider ces femmes-là et ces enfants aussi parce que pour la plupart, ils sont rejetés. Totalement. Et par la suite, ces enfants reproduisent. Puisque vous savez que une spirale de violence, on est relié spirituellement et ces enfants reproduisent la même chose. Donc justement, pour éradiquer cela, il faut tout d'abord, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en place un tribunal qui doit juger les vrais coupables. Mais nous avons également toutes ces occidentaux, ces multinationales qui génèrent tout justement la protection de ces rebelles pour qu'ils puissent faire ces actes atroces. Donc tout cela, il faut pouvoir le mettre en avant, il faut en parler franchement, il faut punir, il faut qu'il y ait réparation derrière pour que la femme aujourd'hui en République démocratique du Congo puisse se sentir à part entière et pour qu'on n'ait pas une descendance d'enfants violentés et qui deviendront des violeurs et des assassins à leur tour. Donc, voilà. Alors une réalité, c'est que nous approchons l'année 2020 et qu'au niveau politique, eh bien, dans la scène française, nous allons avoir donc les municipales. Tout à fait. Donc effectivement, par rapport à votre mouvement politique que vous souhaitez développer sur la RDC, mais pas seulement, est-ce que ici, localement, vous avez pensé à souscrire ou soutenir un acteur de la diaspora parce que
pour pouvoir peser, il faut être visible. Donc c'est bien d'agir là-bas, c'est sûr. Mais est-ce que localement, vous avez envisagé de mettre en place quelque chose, puisque effectivement vous avez parlé au tout début, en introduction de cette interview, du fait que justement les enfants avaient du mal à s'identifier parce qu'ils ne voyaient pas en fait des personnes et des représentants de la sphère noire à certains postes politiques ou de la société qui leur permettaient de s'identifier. Donc est-ce que justement cette année 2020 peut être l'occasion, en tout cas au sein de votre parti, soit de soutenir ou vous de vous présenter, enfin, un membre de votre... Tout à fait. Donc à ce type-là, effectivement, moi personnellement, non, je ne me représenterai pas. Je pense que mon destin politique, c'est vraiment République démocratique du Congo. Mais nous avons eu à soutenir, nous avons des membres au sein de la souveraineté panafricaine, mais également au sein du RCK, qui ont participé à des municipales. Nous avons, dans le mouvement des combattants, nous avons des élus congolais qui sont ici en France, des élus français d'origine congolaise qui sont ici en France, qui ont eu notre soutien pendant un certain temps et que nous allons renouveler ce soutien, bien sûr, avec les municipales qui vont arriver en 2020. Mais au niveau de la représentativité africaine, nous avons Mireille Saki qui représente la Côte d'Ivoire, qui est aussi conseiller dans le 93. Donc nous avons des partenaires, si je peux appeler ça ainsi, qui sont justement dans ces municipalités et qui œuvrent à pouvoir porter notre voix. Et c'est comme ça qu'on avait réussi, avec le maire de Aulnay en 2013, à avoir une grande salle pour pouvoir recevoir les patriotes congolais venus du Congo pour pouvoir justement faire une grande conférence. Donc on arrive par ces billets à soutenir, à avoir des ouvertures, mais pas suffisamment. Puisqu'effectivement, au niveau de la représentativité, comme vous avez parlé de cette jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui essayent justement de monter dans cette voie politique. Nous avons le porte-parole de Emmanuel Macron, qui est une femme africaine, malienne, d'origine malienne. Et ce n'est pas suffisant parce qu'en réalité, il ne porte pas forcément la valeur de ce panafricanisme. Et d'ailleurs, à ce titre-là, nous, au niveau de la souveraineté panafricaine, on pousse justement nos membres à aller dans ce sens-là, à intégrer le sens du panafricanisme comme nous le considérons et à le véhiculer à travers les États dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais c'est assez difficile parce que les verrouillages politiques, le système politique, surtout ici en France, est déjà bien fait. Et souvent, sur une liste électorale où il y a une centaine de personnes, on va retrouver que 2 ou 3 figures de personnes africaines d'origine, politiques d'origine africaine. Alors justement, pour faire le pas, puisqu'on sent bien que votre engagement se situe sur la RDC, concrètement, le prochain voyage en RDC et les prochaines actions? Alors concrètement, ça sera au mois de janvier. D'accord, janvier de cette année? Janvier 2020. Janvier 2020, le RCK se posera en République démocratique du Congo. Nous avons la signature de notre agrémentation en tant que parti politique à faire. Nous avons également des actions, comme je vous ai dit, poser des premières actions politiques, l'adhésion des membres au niveau de la République démocratique du Congo, mais également mettre en place dans chacune des communes, des 21 communes de la République démocratique du Congo, des cellules qui permettent justement non seulement de nous faire connaître en tant que RCK, mais également d'apporter la connaissance des droits en tant que citoyen et des responsabilités en tant que citoyen. Parce que le mal en Afrique, chez nous, c'est aussi que beaucoup de gens pensent seulement aux droits. Pour qu'on puisse bénéficier du droit, il faut mettre en avant les responsabilités, il faut s'engager. Et le peuple africain a du mal, et notamment le peuple congolais, a du mal à s'engager politiquement ou socialement. Et par la suite, effectivement, ils n'ont pas les droits qu'ils devraient avoir. Donc déjà, faire comprendre cela à notre peuple congolais, mais également aussi, au niveau politique, être des acteurs, être là au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il va avoir, et je le souhaite pour le président de la République démocratique du Congo, une dissolution de l'Assemblée nationale. Puis cela permettrait justement de remettre un équilibre entre ses partenaires et le peuple congolais. Donc j'espère qu'il y aura effectivement ces dissolutions, ce qui permettra aux membres du RCK de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de nos institutions et pouvoir porter cette lutte au plus haut niveau. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu constater que les membres de la diaspora congolaise sont un petit peu partout dans le monde. On en trouve vraiment dans tous les pays. Et on a un président
président qui est totalement un réel globe-trotteur et il a une certaine expertise dans la diplomatie. Alors, que pensez-vous en fait de cette attitude qu'a eu le président Félix Tshisekedi justement en multipliant ses voyages, de justement permettre aussi une autre ouverture, en tout cas un pont et un lien entre ces différents pays qui permettrait justement une meilleure visibilité de la RDC à travers le monde? Je pense que de toute façon, c'est important pour un président, un nouveau président dans ce sens, de pouvoir justement rechercher la matière grise ou physique, le potentiel, voilà plutôt c'est le terme exact, le potentiel qu'il peut avoir avec ses compatriotes de la diaspora, parce que cela lui permet effectivement de pouvoir rassembler de pouvoir apporter une richesse, une valeur ajoutée à sa politique. Nous savons que les circonstances de la prise de pouvoir du président a été faite de façon assez ambiguë, assez problématique, voire même pour certains illégitime. Donc rechercher cette légitimité à l'extérieur dans cette diaspora qui a été la diaspora combattante, celle qui a permis justement qu'on puisse avoir cette possibilité d'alternance politique, puisque s'il n'y aurait pas eu cette pression sincèrement au niveau de la diaspora, les donnes politiques auraient été largement différentes. Et je pense qu'à ce mérite-là, sa démarche est bonne d'aller dans cette diaspora. Mais par contre, les possibilités justement qu'il peut mettre en avant pour convaincre cette diaspora de retourner dans son pays, ce sont les aspects administratifs. Vous savez que nous, ici, vous avez besoin d'un acte de naissance, vous allez à la mairie, maintenant, même si dans n'importe quelle mairie d'Île-de-France, vous allez récupérer votre acte de naissance, même par Internet. Au Congo, c'est pas la même chose. Vous voulez faire un passeport, vous le faites sur Internet, vous le recevez au bout d'une semaine, 2 semaines. Au Congo, c'est pas du tout le cas. Et aussi au niveau de la tarification. Donc tout cela, alléger ces tracasseries administratives permettrait justement de remettre en confiance cette diaspora pour son retour vers le pays. Alors justement, comme vous parlez effectivement d'alléger le fonctionnement administratif, même pas alléger, mais faciliter l'accès à l'administration pour justement favoriser toujours dans cet état de droit les choses de façon un peu plus carrée, ordonnée, juste et légale. Que pensez-vous du fait que donner l'accès, la gratuité de l'éducation à une partie de la population, de ce qui a été mis en vigueur récemment au niveau de la RDC? Écoutez, la gratuité de l'éducation fait partie de notre Constitution. Elle n'a pas été instituée par le président actuel. Notre Constitution remonte à 2000, enfin elle a été votée par référendum en 2006, mais ce sont des écrits qui réfèrent déjà depuis 1999. Donc la gratuité existait déjà dans notre pays. Malheureusement, elle n'a jamais été mise en pratique. Aujourd'hui, le président Félix entend le mettre en pratique et ça, nous l'encourageons et nous le félicitons de prendre ce risque, de mettre cela en avant. Mais il ne faut pas que ça s'arrête que à là, puisque nous savons que la gratuité aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut préparer les mœurs, il faut préparer en amont ceux qui vont pouvoir mettre en action cette gratuité. Ce sont les enseignants. Si les enseignants n'ont pas le contexte idéal pour pouvoir faire cette gratuité, ils ne pourront pas la faire. Si la mentalité congolaise n'évolue pas dans ce sens, il y aura toujours des professeurs qui demanderont à la fin du cours à l'élève de ramener un sac de riz ou d'amener $1 ou $5 pour qu'il puisse l'aider à suivre ses cours. Donc il faut vraiment que ce travail-là soit fait de façon minutieuse et de façon vraiment... il faut qu'ils le prennent à cœur. Voilà, les acteurs qui vont jouer, qui jouent déjà ce rôle dans la gratuité de l'école, il faut qu'ils le prennent vraiment à cœur de vouloir transmettre quelque chose à la jeunesse, à ses enfants. Ces enfants qui n'ont rien demandé en réalité, des enfants qui ne veulent que apprendre. Pour un enseignant, ce devrait être déjà dans sa pédagogie, c'est une source de motivation de dire que je vais enseigner ce qui m'a été enseigné parce que c'est une vocation. Tous ces métiers sont des métiers de vocation. Mais la réalité, elle est autre. Parce que cet enseignant doit nourrir sa famille également. Il doit pouvoir se vêtir, il doit pouvoir manger à sa faim, il doit pouvoir accéder à des loisirs. Et s'il n'a pas le salaire qui convient, il ne pourra pas le faire. Et d'où justement cette notion de corruption au niveau des écoles et d'un enseignement contre un sac de riz ou contre un $5 ou contre $10. Et c'est vrai que derrière aussi, les familles des enfants, il faut qu'ils puissent payer aussi tout cela. Mais s'ils n'ont pas de travail, comment est-ce qu'ils pourront le faire? Donc il faut développer aussi le travail et ça, nous l'avions proposé au niveau du RC4, justement de créer une agence comme ici il y a en France, le Pôle emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, justement pour pouvoir recenser non seulement la population de
demandeuses de travail, mais également de faire venir les entreprises ou de créer les entreprises dans la République démocratique du Congo qui pourront justement fournir le travail et permettre à ce que chaque famille puisse décemment vivre, payer les études de leurs enfants, parce qu'en réalité, une gratuité, elle n'est pas toute une vie. Nous sommes ici en France aussi, il y a une sorte de forme de gratuité de l'école, mais en contrepartie, il y a les fournitures scolaires qu'il faut acheter, là, il y a l'habillement de l'enfant, il y a le suivi de l'enfant, il y a le garde aussi pour les parents qui finissent, qui travaillent aussi, pouvoir faire garder les enfants un peu plus tard. Il y a tout ça aussi qui fait que la gratuité, elle n'est pas vraiment telle qu'on l'entend, c'est pas 0 € de participation de la famille, c'est un allègement, voilà, tout à fait. Donc cette notion de gratuité, il faut vraiment qu'on puisse bien l'expliquer et mettre les bons acteurs pour arriver au terme. Alors, notre émission ne va pas tarder à toucher à sa fin, mais avant ça, j'aimerais que vous nous expliquiez par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que le RCK pourrait amener qui n'existe pas encore? Alors, ce que le RCK pourrait amener qui n'existe pas en République démocratique du Congo, je pense que ça existe déjà, mais ça a été perdu. C'est tout justement cette notion de patriotisme. Ce patriotisme qui rappelle tout justement au peuple son appartenance, d'où nous venons, qu'est-ce qu'est le Congo, que regorge le Congo, pourquoi on doit aimer le Congo, pourquoi on doit se battre pour le Congo et pourquoi on doit se battre pour ceux qui sont sur le Congo. Donc c'est ce centre de patriotisme que nous allons réenseigner au peuple congolais, lui redonner l'envie d'aimer ce Congo, de travailler, de se tuer, de se donner corps et âme. Et ça passera aussi par les enseignants, par la gratuité. Ça passera aussi par les corps médicaux, par le soin apporté au peuple. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la gratuité, mais le grand fléau aussi, c'est tout ce qui est médical aussi. Les gens n'ont pas accès aux soins tout simplement parce que ça coûte trop cher. Tout simplement parce que les médecins aussi ne sont pas payés forcément comme ils le doivent, donc ils vont tirer sur les patients. Et tout ça fait un effet de boule de neige et ça touche tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Donc le RCK, mis à part ce sens de patriotisme, c'est aussi l'engagement de tout citoyen de contribuer à l'avancement d'un pays, d'un État. De retrouver finalement une identité tout à fait digne, libre. Libre, tout à fait. Cette liberté, cette notion de liberté, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc pour pouvoir la prendre, il faut aussi donner de soi. Donc ce sens de donner de soi, les Congolais, nous ici dans la diaspora, on a été victimes de tout justement ce fainéantisme qui s'est installé en République démocratique du Congo parce que tous les mois, nous devions envoyer de l'argent pour nourrir, pour les fêtes, pour l'école, pour les soins médicaux, pour tout. On devait envoyer l'argent et quelque part, nous sommes épuisés. Mais ce que le RCK aussi lance aujourd'hui comme appel, c'est qu'il va y avoir les élections en 2023. Et en tant que parti politique, nous allons être candidats à ces élections présidentielles, l'Assemblée nationale, des députés, des régions. Et nous allons être candidats à ces élections. Et à ce titre-là, nous avons notre président, puisque moi, j'en suis que la vice, qui est Jean-Martin Sali-Bonguégué. Je pense que pour que nous puissions reprendre notre souveraineté entière à cette occupation qui nous a fait du mal pendant plus de 20 ans, il faut qu'il y ait une alternance de fils du pays à la poste de la présidence du pays. Très bien. Alors, notre émission touche à sa fin. Le mot de la fin, en langue française ou en langue maternelle? D'accord. Alors, le mot de la fin, je pense que tout ce que nous avons dit aujourd'hui regroupe un peu, vous avez pu détecter enfin l'engagement que le RCK a pour son peuple, pour sa patrie, le Congo. Et aujourd'hui, le RCK est le parti du peuple, le parti qui se veut être totalement en adéquation, en symbiose avec ce peuple congolais. Et pour cela, on a besoin de vous. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Donc le peuple congolais aujourd'hui, on vous demande de nous refaire cette confiance, de nous apporter cette confiance que nous aussi, nous allons vous donner, puisque la confiance, elle est mutuelle. Donc le mot de la fin, ce serait de dire, Nabana Mboka, que le RCK est parti au Yabino. Parti oyo to bundeli bino pour les loto koma na esika oto komi oto zala mwana mboka na mutu mboka na biso. Mais le RCK ilinge ça la plus na kati ya vie na bino. Ilinge pesa bino valeur, dignité oyo bozanga ki pendant des années. Le RCK ezali parti oyo ekosangisa ekolo nyoso tu ya kati ya Congo. Pas de tribalisme, pas de division na kati ya mabele na biso. RCK ezali mouvement oyo ekopesa bino lokumu ya kozala congolais. Oyo akolakisa bino ke mabele oyo ezali na se na biso richesse nango yango pe kolata biso na nzoto. RCK ezali parti oyo ekopesa unité na bana nyonso tu ya Congo mais aussi ya Afrika. Potoye bango Congo ezali kati motema ya Afrique. Donc congolais yeba ko yamba bandekolo ya Afrika parce que ezali tozali biso nostu eloko moko.
Voilà, si je peux m'arrêter là sur le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci Madame Blandine Diafoutois d'avoir accepté encore notre invitation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et vous disons à très bientôt pour une prochaine édition du Peuple d'abord.